guellonmasqué.fr. Cette première rencontre de l'après-midi qui est consacrée donc essentiellement à la culture américaine avec deux de nos romanciers invités, donc Paul Fournel, que nous accueillons donc pour la première fois au festival. Bienvenue Paul pour cette 16e édition du Gouel Masqué. Et Marc Villard qui connaît un 16e festival plein d'épreuves et d'expériences nouvelles, originales, donc qu'il surmonte les unes après les autres et qui bientôt donc vont se terminer parce que ça va être la fin donc de cette belle journée, cette belle épreuve. Et on avait donc le projet cet après-midi de vous parler de cette fascination peut-être française pour les États-Unis. On pourrait peut-être voir si les Américains ont la même perception que nous de leur propre histoire, de la Beat Generation et du Summer of Love. Alors il y a sans doute un mouvement littéraire, la Beat Generation, un mouvement peut-être plutôt musical, le Summer of Love. Quel est le lien entre les deux? Je pense qu'on pourra le faire. On va s'appuyer pour cela essentiellement sur deux livres qui ont été écrits par l'un et l'autre. Jason Murphy, écrit par Paul Fournel, et le livre de Marc, voilà. Ah, c'est pas la même édition, comme quoi on a des sons différentes. C'est-à-dire que Sharon Tate ne verra pas. Voilà, et ça c'est le collector, ne verra pas Altamont. Ça c'est ce qu'ont les fans de Marc Villard, ont cela, donc voilà. Alors, je voudrais commencer d'abord par Paul, donc Jason Murphy, donc une fascination pour la Beat Generation, également un exercice littéraire un peu original quand même. D'où vient cette fascination, ce plaisir d'écrire des mots et de mettre en scène cette génération américaine? J'aime bien l'Amérique. J'ai vécu à San Francisco, donc après bien sûr cette période-là, j'y ai passé pas mal de temps, sur Haight Street d'ailleurs, je vivais, donc je connais plutôt bien cet endroit. Et puis ce moment de la littérature américaine, de la Beat Generation m'intéressait. C'était un moment intéressant pour fabriquer quelque chose, pour inventer quelque chose, parce qu'il est assez incertain. Il y a beaucoup de gens qui considèrent les auteurs de la Beat Generation comme des fumistes, comme des écrivains assez nuls, et puis il y en a d'autres qui au contraire les idolâtrent et les considèrent comme des écrivains totalement nouveaux, qui ont rénové la totalité de la littérature américaine. Donc entre ces deux postures-là, il y a de l'espace. Ce serait plus difficile à réussir avec, je ne sais pas, la Pléiade par exemple. Ce serait un peu plus compliqué. Tandis que dans la Beat Generation, il y a cet espace-là pour créer des sortes d'événements comme ça. Les Américains, tout à l'heure, tu posais la question de savoir si les Américains sont fascinés par la Beat Generation. C'est très très difficile de répondre à cette question parce que les Américains, ça n'existe pas. Moi, j'ai rencontré des tas d'Américains fascinés par la Beat Generation et des tas d'Américains qui détestent la Beat Generation. Donc il n'y a pas de posture officielle, étatique sur la littérature de la Beat Generation. L'université, parfois l'étudie, parfois non. Selon les endroits, à Berkeley, on l'étudie. Ouais. Voilà, mais pas ailleurs, pas partout ailleurs. Quoi. Et on étudie Jason Murphy particulièrement. Oh bah oui, c'est l'un des... c'est l'un des écrivains les plus connus. Hein. Il y a une page en Wikipédia d'ailleurs qui fait un peu le point là-dessus. On peut quand même peut-être dire au public que Jason Murphy, ça n'est pas réellement la biographie d'un des membres de la Beat Generation. Ne vous attendez pas à lire une biographie totalement exacte. On joue un peu avec le vrai et le faux. Non, la biographie n'est pas exacte du tout, mais elle n'est pas fausse du tout non plus. C'est une authentique fausse biographie.
Voilà, c'est un personnage qui est créé de toutes pièces et localisé à l'intérieur du mouvement. Il est créé mais de toutes pièces avec son œuvre, avec ses références, avec tout son système, exactement comme s'il avait existé. Ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que quand le livre est sorti, il y a beaucoup de journalistes qui ont reculé en disant on ne sait jamais. Et il y en a un qui a plongé, c'était Niels Hall au Monde, qui était un critique extrêmement fin et qui lui évidemment a tout de suite vu que Jason Murphy n'existait pas, malgré la note le Wikipédia que j'avais mise moi-même sur Wikipédia, avec de légères contradictions avec le contenu du livre pour que ça fasse encore plus vrai. Et donc lui il a vu ça, mais il a tout de même fait téléphoner le service iconographique du Monde pour demander si c'était pas Jason Murphy qu'on voyait sur la photo à côté de Ginsberg et de Kerouac qu'ils avaient trouvé dans les archives, etc. Et en plus, c'est drôle parce que sur la légende de la photo, ils se sont gourés, donc j'aurais écrit en disant non, le mec à genoux, c'était Jason Murphy, c'était pas. Et donc c'était un bordel. Et le livre Jason Murphy est en écho à ce que tu disais tout à l'heure, Paul, c'est-à-dire qu'il y a différentes attitudes, il y a un éditeur qui veut absolument trouver un inédit de Jason Murphy qui aurait, avant que Kerouac fasse la même chose, qui lui aurait même soufflé l'idée, qui aurait écrit sur un rouleau lui-même un texte, etc. On ne sait pas où il est, il va y avoir du voyage aux États-Unis pour essayer de trouver ça. Il y a une étudiante, Madeleine, qui propose à son prof d'université, un peu de spécialiste de littérature américaine bien sûr, mais un peu dubitatif, de faire son mémoire sur Jason Murphy, tout en elle-même au départ ne sachant pas très bien si elle est touchée ou pas par la littérature de Jason Murphy. Enfin voilà, tout se construit ainsi. C'est toutes les attitudes qu'on peut avoir par rapport à un auteur qu'on connaît mal, et puis particulièrement par rapport à un mouvement comme celui de la Beat Generation. Et donc quelques 10 ans plus tard, par contre, Marc, rassure-nous, dis-le-nous, est-ce que Sharon Tate a existé? Oui, vous m'entendez? Oui, vas-y, oui. Oui, elle a existé, mais par contre j'ai inventé un personnage qui est le personnage fil rouge du livre. C'est mieux là, non? Et qui est le personnage fil rouge et qui, elle, n'a pas existé. Elle s'appelle Cheryl Gibson dans le livre. Mais effectivement, c'est un personnage inventé qui me sert à passer au travers des différents... tout ce qui s'est passé en fait en 1969 pour montrer que 69 signe la fin du rêve hippie. Dans Sharon Tate, dans ton texte, Sharon Tate ne verra pas Altamont, il y a justement cette année 69, il y a 3 événements majeurs. Il y a plusieurs événements clés en 69, j'en ai retenu 3 et j'ai mis de côté Woodstock parce que Woodstock n'allait pas dans le sens de ce que je voulais dire, mais Woodstock a été un moment entre parenthèses à mettre entre parenthèses dans cette année. Les trois autres moments sont donc la mort de Brian Jones, d'autre part le massacre de Sharon Tate et de ses amis par la famille Manson, et en fait le dernier c'est le concert d'Altamont. Il y a eu d'autres concerts cette année-là, mais le concert d'Altamont que les Rolling Stones avaient voulu organiser justement parce qu'ils avaient été déçus de ne pas être à Woodstock, et ils ont fait l'erreur de confier le service d'ordre aux Hells Angels américains. Et ils ne connaissaient que les Hells Angels anglais. Ce fut une grave erreur, puisqu'il y a eu notamment une victime, un jeune noir, Meredith Hunter, qui a été massacré par les Angels et par Alan Passaro, plus précisément, qui n'a jamais été accusé finalement. Et on peut peut-être préciser aussi qu'il y a un film absolument remarquable. Oui, le film Gimme Shelter. Ouais. Dans lequel on voit le meurtre de Meredith Hunter en direct pendant le film. On le voit descendre avec je ne sais plus si c'est un pistolet ou un revolver, enfin une arme en tout cas. Et on voit les Hells Angels se jeter sur lui et le massacrer. Mais malgré ça, celui qui l'a tué n'a pas été en prison. On voit qu'on projette le film en studio à Mick Jagger et il découvre en fait
les images du meurtre en direct, et on voit son visage, voilà la stupeur sur son visage, on comprend qu'il ne s'est pas rendu compte, quoi. Il n'a rien compris à la soirée. Oui, enfin si, je crois que Mick Jagger a quand même essayé de faire en sorte que ce concert essaie d'aller à son terme en évitant toutes les altercations qui avaient lieu à droite à gauche du champ dans lequel ça se passait. Mais ils ont été en dessous de tout quand même, les Rolling Stones, parce que même en sachant dès le lendemain que Hunter avait été massacré, qu'il y avait eu d'autres morts d'ailleurs, ils étaient 4 en tout, il y a eu des morts par accident si on peut dire, ils n'ont pas eu un seul mot de compassion. Et je crois que le monde du rock leur en a voulu pendant de nombreuses années. Mais effectivement, oui, ils se sont rendus compte de l'ampleur du désastre après en regardant sur un moniteur le film des frères Melz. Oui. Marc, par rapport à ton travail littéraire, ton entrée en écriture dans le roman noir et le rapport à la Beat Generation, j'ai trouvé dans une interview un peu ancienne dans la revue Roman, à un moment tu dis cela: après avoir lu des poètes comme Paul Éluard, René Char, j'ai découvert la poésie beatnik américaine, Ginsberg, Kaufman, Ferlinghetti, etc., qui eux produisaient une poésie proche de la fiction, qui racontaient leur vie dans leurs poèmes, et là j'ai découvert un pont entre le poème et la narration, un équilibre entre la nécessité poétique d'aller droit au but, qui se retrouve effectivement dans le roman noir, et le souci de raconter. Oui, je pense grosso modo la même chose, c'est vieux ça d'ailleurs, roman. En fait, à l'époque, j'étais un bon lecteur de René Char et de Paul Éluard notamment, et de quelques autres. Mais c'est une poésie, cette poésie donc qu'on a tous lu à un moment donné, qui nous restait secrète, notamment dans le cas de René Char. On comprenait que quelque chose d'important se passait là dans ces poèmes, mais il y avait une volonté très occidentale, française, je veux dire, européenne, de rester dans le secret. Alors qu'en fait, quand on lit Ginsberg notamment, Kaufman, ou oui, Ferlinghetti, qui est plus politique, lui, on est embarqué dans une poésie, dans une épopée, et qui obligatoirement investit le réel ou s'en sert. Donc obligatoirement, c'est beaucoup plus facile à intégrer, à suivre. Et en fait, c'est ce type poétique-là, la poésie beatnik, donc, qui m'a donné envie d'écrire. Et au début, quand j'ai commencé à publier des recueils de poèmes, je singeais bêtement les poètes beatnik. Hervé Delouche a retrouvé un très vieux poème que j'ai écrit à cette époque-là. Ça s'appelle Torride. Le sens n'a pas d'histoire, truc le vide, résiste à l'idéologie topless. Mais le Manson Express dénude les territoires. La fièvre contagieuse s'empare des autocars, en flammes. Mick agite sa cuillère dans la cave. Qui prendra notre errance? Le zip des cœurs dilatés et notre désarroi, le devenir crispé d'essence. Voilà. Paul, est-ce qu'on peut dire qu'éventuellement Allen Ginsberg serait le lien entre la Beat Generation et le Summer of Love? Mais non, pas vraiment, je pense pas. Enfin, il y a quand même une différence fondamentale entre les deux, c'est que c'est l'abandon du projet littéraire. Et bon, Ginsberg était terriblement écrivain. C'était Kerouac aussi, c'est des gens qui voulaient écrire plus vite, écrire davantage, écrire différemment. Et c'était leur projet, c'était d'écrire. Lorsqu'ils écoutaient de la musique, c'était de la musique extrêmement élitiste à l'époque. C'était le bop, quoi. Enfin, c'était Coltrane, c'était Miles, qui n'a jamais été une musique hyper populaire. Ce qui s'est passé entre eux et le Summer of Love, c'est les Beatles, c'est les Rolling Stones, c'est bon, le marquage. Bien plus que Ginsberg, le marquage du Summer of Love, c'est Grateful Dead. C'est Grateful Dead, c'est Jerry Garcia, c'est voilà, à la limite, c'est aussi cette chanson crétine que chantait Scott McKenzie, qui avait été écrite à 250 à l'heure par les mamas et les papas, qui s'appelait
je sais plus quoi, if you come to San Francisco, machin, un truc. Voilà. Donc là, pardonnez-moi, mais on est assez loin de Ginsberg. Si je peux me permettre, je trouve qu'on est assez loin de Ginsberg. Donc voilà, et puis il y a aussi quand même d'autres différences massives entre les deux. Bien sûr, ils habitaient le même quartier, mais c'était simplement parce que c'était un quartier de fauchés. C'est facile de trouver des vieilles maisons et de les louer. Il y avait 12 chambres, on entassait 50 personnes, ça coûtait pas cher. Mais bon, il y avait des différences massives. Ils n'utilisaient pas les mêmes drogues. D'abord, ben oui, la drogue de la Beat Generation, c'est le speed. C'est les Billys, c'est le speed. C'est plus vite, plus longtemps, plus fort et plus loin. Voilà, c'était ça. Alors que l'autre, c'est plutôt le LSD, c'est une drogue du ici, maintenant, et puis du voyage intérieur. C'est pas la grosse Nash Commodore qui traverse les États-Unis à 160 km/h. Donc on est dans deux mondes qui sont quand même deux mondes qui ont des affinités géographiques, mais qui ont aussi des différences. Bon, là, j'insiste sur les différences. Il y avait aussi, bien sûr, des similitudes entre les deux, et une filiation. Mais quand même, l'abandon du projet littéraire, pour moi, est assez... une différence assez massive entre les deux. Oui, je suis en partie d'accord avec ce que dit Paul, mais pas complètement, parce que il a oublié de citer un homme qui est vraiment le chaînon qui n'a pas été manquant, donc entre les deux, c'est Bob Dylan. D'ailleurs, Bob Dylan, quand il a enregistré le clip de Subterranean Homicide Blues, on voit Ginsberg dans le fond qui fait le pitre, etc. Ginsberg a participé à beaucoup de tournées avec Dylan dans les États-Unis, et Dylan était également quelqu'un qui écrivait fort bien au plan des chansons, mais qui écrivait aussi des livres. Donc je pense que ces deux hommes, finalement, quand on y regarde de près, Ginsberg donc pour les beats et Dylan pour partie intégrante du Flower People, sont justement un élément, un double élément qui a fait le joint entre les deux. Maintenant, il a raison, dire que l'un des mouvements est très littéraire et l'autre est plus musical avec des tas de marqueurs différents, oui, bien sûr. Oui, Paul, dans Jason Murphy, il y a un passage, je crois que c'est l'étudiante Madeleine qui parle à son petit ami de ce moment-là, qui lui travaille sur l'œuvre de Louise Labbé. C'est un peu un sujet différent. Et elle, voilà, à un moment, tu écris, elle lui parlait encore et toujours de Jason Murphy, de cette écriture à la hâte qui se moquait de l'écriture en la glorifiant, de cette envie d'ailleurs, d'autrement, de nouveau, de ce goût de la saleté, de la déglingue, de ces jours de vide et d'ennui, de ces paysages monotones qui défilent à la fenêtre d'une voiture d'emprunt ou d'un train de resquille, de la bière, des drogues, du bourbon. Cette définition un peu qu'elle donne, ou que tu donnes à travers elle, c'est un peu ça que porte l'écriture de la Beat Generation? Mais ce qu'elle porte, non. Ce qu'elle raconte, oui. Elle le porte, ça, après, c'est à la littérature de juger comment les choses sont portées, mais c'est ce qu'elle raconte. Oui. Ben, sur la route, c'est pas bien autre chose que ça. Donc c'est cette espèce c'est aussi cette différence comme ça entre la Beat Generation, c'est tout le temps en route. On est tout le temps sur la route, on avance, on cherche le plus loin. Alors que les grands rassemblements du Flower Power seront des rassemblements immobiles. On se réunit. On est à Monterey, on est dans le Golden Gate Park à San Francisco, on sera à Woodstock, ce sont des endroits où on se réunit, on préfigure plus les rêves partis des années 2000 que la course éperdue et solitaire des cowboys de la Beat Generation. Il y a une vraie différence. Et symboliquement, dans l'histoire de la Beat Generation, dans l'histoire de Sur la route, qui est un livre qui a eu beaucoup de mal à se faire publier, hein. Ça n'a pas été facile, c'était vraiment un destin éditorial difficile. La Nash 49, la Nash Commodore 49 de Neal Cassady occupe une place qui est très symbolique et très importante. C'est celle de la route, quoi. C'est cette idée-là. Paul, tout à l'heure, tu disais que tu avais vécu à San Francisco. Marc, en toute ta connaissance tellement précise de l'Amérique,
prouve que tu as sans doute aussi vécu aux États-Unis. Non, j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Non. Non, je prends pas l'avion, donc Non, c'est... ça me prendrait un peu trop de temps. C'est Hervé qui m'a dit il faut que ce soit toi qui poses la question parce que... Mais j'ai peur de me laisser influencer par le réel. Et c'est prudent. C'est une bonne mesure. Mais moi, trop tard, on m'y a envoyé, donc je pouvais rien faire, je pouvais pas reculer. J'ai assisté à la dernière lecture publique de Allen Ginsberg en 1997 sur Haight, d'ailleurs, sur la rue Haight, chez le libraire à droite. Et j'ai assisté à sa dernière lecture, il est mort quelques semaines après. Il était tout jaune, tout malade et tout près de mourir d'un cancer du foie ou d'une cirrhose, je ne sais plus. Et il a même pas pu finir de lire son poème, il a mis un disque à la place. Il n'arrivait plus à hurler son poème parce que Howl, il le lisait toujours d'une façon extrêmement tonique et rythmée, et donc là, il ne pouvait plus. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui la question c'est pour les deux, de la Beat Generation aujourd'hui en France, aux États-Unis, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que ça appartient totalement au passé, sans héritage, sans... Je sais pas. Il reste des films. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a des gens qui poursuivent Je n'ai pas l'impression les problèmes qui sont agités dans la poésie contemporaine sont différents. Bon, il y a tellement de... le réel, justement, est tellement important dans la poésie contemporaine et dans nos vies de tous les jours que c'est une poésie qui est plus combative, beaucoup plus combative. C'est d'ailleurs la différence qu'on peut faire entre la poésie beatnik, qui était une poésie de révolte, de l'après-guerre, si on peut dire, et toute la vie, tout ce qu'ont vécu les gens du Flower People, qui était certes, oui, contemplatif, mais aussi une génération qui s'est élevée très fortement contre la guerre du Vietnam, contre la violence policière. Il y a eu quand même une partie qui était une contestation d'ordre pratiquement politique. Hein? Est-ce que la ségrégation joue un rôle aussi? Ah oui, mais ça a commencé, les luttes pour les droits civils, c'est dans les années 50. Ça c'est oui, oui. C'était avant. Oui. Il n'y a pas beaucoup de blancs au départ. Hein. Non, la lutte que menait Ginsberg, c'était plutôt ouvertement pour l'homosexualité, et il se disait homosexuel et communiste. Pour la marijuana aussi. Oui, ça oui, mais tous, il n'y avait pas que lui, il y avait du monde là, sur ce créneau-là. Mais c'était le côté, voilà, la revendication de ce que... C'est McCarthy, hein, cette époque, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est toute cette période où la terreur communiste saisit toute l'intelligence, enfin, toute la nomenclatura américaine. Et donc lui, il se déclarait communiste et homosexuel, qui est à peu près les deux choses qu'on pouvait faire de pire en 1951 aux États-Unis. En tout cas, faire, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne fallait pas le dire. C'était très clair. Donc c'était de la provoque à l'état brut. Maintenant, aujourd'hui, aux États-Unis, dire ce que ça représente, j'en ai parlé avec le directeur actuel de City Light Bookstore, la grande librairie créée par Laurence Ferlinghetti à San Francisco et qui était l'éditeur donc de la Beat Generation. Il m'a dit qu'il vendait 5000 exemplaires par an de Howl, le grand poème de Ginsberg, dont 2500 sur place. C'est-à-dire donc de gens qui viennent visiter la librairie et qui partent avec le recueil comme un souvenir. Donc, est-ce que ce sont pour autant des amateurs de littérature, des fous de poésie? C'est autre chose. On est là dans le domaine de la carte postale et du biblo-souvenir, plus que véritablement de l'analyse littéraire ou de sa postérité. Je l'ignore. Je ne sais pas du tout. J'ai pas idée. Est-ce qu'il y a des thèses aux États-Unis qui sont faites sur la Beat Generation? Je ne sais pas. Probablement que oui, mais je ne peux pas dire. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos invités? Peut-être pourriez-vous nous parler de la correspondance Ginsberg et William Burroughs? C'était une amitié avant d'être une correspondance. Oui, mais surtout, voilà, mais il y a eu la correspondance. Oui, bien sûr, la correspondance est la trace de cette amitié, qui a été une amitié très très forte.
Je sais pas, il me semble, je sais pas ce que Marc en pense, mais avec le recul, il me semble que Burroughs est un écrivain plus durable que ses camarades. C'est-à-dire que Burroughs, beaucoup plus que Ginsberg, a été pris en charge après par des musiciens, notamment au début des années 80, parce que l'écriture qu'il utilisait, l'écriture automatique, le collage, le cut-up, tout ça, qui n'était pas la même écriture que celle de Ginsberg, ont beaucoup intéressé les écrivains et les musiciens qui ont suivi. Mais c'est vrai que Ginsberg, appartient à l'histoire, mais dire qu'il a vraiment été suivi par la suite, non, je pense pas, non. Et Burroughs a été... il était intéressant dans le groupe parce qu'il était l'extrême du groupe. C'était celui qui écrivait les choses les plus cinglées, et puis qui était sans doute le plus cinglé. D'ailleurs, s'il n'avait pas été d'une immense fortune née d'une famille immensément fortunée aux États-Unis, il aurait croupi en prison très très vite. Et il a pu s'en sortir après avoir notamment tué sa femme d'une balle dans la tête, en voulant jouer soi-disant à Guillaume Tell, et en étant moins habile bien sûr que Guillaume Tell. Il serait jamais sorti de tôle, quoi. Donc il y a surtout à cette époque-là. Donc il y a véritablement chez Burroughs, il y a un côté extrême dans l'usage des drogues aussi, dans l'écriture, dans les sujets, dans les thèmes. Des Kid Lunch, c'est des livres qui cognent, quoi. Et donc il y avait même chez Ginsberg, il y avait une sorte de fascination pour l'extrémisme de Burroughs. Et on ressent ça dans leurs échanges. Leur voyage sur l'IAG, enfin, leur correspondance sur le IAG, c'est vachement précurseur, je suis après. Oui, c'est un précurseur. Il y a eu Artaud avant, mais enfin, c'est une autre histoire. Oui, c'est toujours ces exercices et ces écritures qui sont aux portes de la folie, comme ça, dans la frontière. Voilà. Donc on est là un peu dans cette problématique-là. Beaucoup plus chez Burroughs que chez Ginsberg. Parce que la poésie de Ginsberg, qui n'est pas une poésie facile, qui est une très belle poésie, elle est davantage marquée par une formation judaïque, le Kaddish bien sûr, et tout ça qu'on retrouve dans la psalmodie, dans le rythme même de son poème. Il y a quelque chose d'identifiable. Oui, il y a une figure du rock aussi qui fait une connexion qui est peut-être solitaire, mais qui fait une connexion sur la route avec les Beat Generation, c'est Morrison, parce qu'il avait une ambition d'écrivain et il était très influencé par leur... il était sur les deux choses à la fois... c'est très solitaire, sans doute. Mais... Oui, mais on retrouve quantité de traces comme ça, on pourrait en identifier des centaines. Ça pourrait se joindre, disons, les deux cultures. Enfin, c'est vrai que dans toute cette musique-là, même pour les Américains et pour les Anglais, la musique a pris le dessus sur les paroles très très vite. Il y a des tas de gens qui ne sont pas capables de comprendre, même aux États-Unis, ce que disent certaines chansons. C'était pas, les paroles n'étaient plus le moteur véritable du système, quoi. Ça devient vraiment ce mouvement-là de musique. Et ce qui est drôle, c'est que je ne sais pas si tu as vu, il y a un film, un entretien avec les Grateful Dead tard, après la mort de Jerry Garcia. Il y a son batteur qui explique comment Grateful Dead s'est cassé la figure, pourquoi ça s'est arrêté, en expliquant que c'est parce qu'ils ont changé de drogue. Et il dit que l'herbe, l'héroïne et tout ça, ça marchait, mais que quand ils se sont mis à la coke, ça a fait merder le groupe, parce que la coke majore les égos, et comme ça majore les égos, c'est très mauvais pour le fonctionnement du groupe. Donc voilà, c'était vraiment toute cette culture-là c'est intéressant, parce que c'est révélateur de l'état de fonctionnement. Alors que changer de dealer, ça change rien. Pas vraiment, apparemment. Un petit dernier mot, parce que vous trouverez au stand de Paul un tout nouveau livre qui vient de paraître. Non, il n'est pas paru. Il n'est pas paru. Pareil, le disque. Ah, on l'a, nous. On l'a en exclusivité. Ah là. Le Goéland masqué, toujours à l'avance.
aux éditions Dialogue. Le pitch, comme on dit maintenant, C'est le contraire du pitch. C'est un pitch, donc c'est assez compliqué de dire le pitch du pitch parce qu'il reste pas grand-chose, quoi. Voilà, donc c'est des notes préparatoires à l'écriture d'un roman policier. Voilà. C'est donc des notes, voilà. C'est imprimé sur du papier? Pour l'instant. Pour l'instant. Mais il y a aussi des photos. Il y a des photos, il y a des documents. Il y a ce qu'il faut pour faire un petit roman policier destiné à faire une petite série télé française. Pas un truc vraiment. C'est pas du tout du roman policier à grand rayonnement international. Non, c'est un petit polar de merde, quoi, voilà. C'est des notes préparatoires pour faire un petit polar de merde.